Bonsoir à tous et bienvenue. Avant que nous plongions dans le silence glacial des Alpes, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Commençons ce voyage dans le temps. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une fiction, mais une reconstitution méticuleuse, assemblée patiemment à partir d'archives poussiéreuses, de rapports de gendarmerie jaunis et de témoignages fragiles, et recueillis des décennies après le drame. Nous allons nous aventurer dans une histoire où chaque document est une pièce d'un puzzle incomplet, où chaque souvenir est un écho déformé par le temps. Notre récit est une mosaïque de faits bruts et de mémoires humaines, une tentative de redonner une voix à ceux que la montagne a réduits au silence. Préparez-vous à entrer dans un mystère qui, aujourd'hui encore, hante les sommets enneigés et les vallées isolées de France. Nous sommes en 1979, au cœur d'un hiver particulièrement rude. Dans le village fictif de Valbrumm, niché dans les Hautes-Alpes, la vie de la famille Lemaire semble être un modèle de tranquillité et de respectabilité. Jean-Pierre, le médecin dévoué, Élodie, son épouse Solaire et leurs deux enfants, Léo et Chloé, incarnent l'image même du bonheur simple, parfaitement intégré à cette communauté soudée où tout le monde se connaît. Ils sont un pilier, un point de repère dans le paysage immuable de la montagne. Pourtant, derrière la façade de cette existence parfaite, un secret rongeait les fondations de leur foyer. Un secret qui, en une seule nuit glaciale de février, les poussera à s'évanouir sans laisser de traces, transformant leur histoire en une légende glaciale que les Alpes refusent obstinément de livrer. Un mystère que l'on nommera plus tard le silence blanc. Jean-Pierre Lemaire, âgé de 45 ans, était plus qu'un simple médecin de campagne. Il était une institution à Valbrumm. Les archives de la paroisse, tenues par le curé de l'époque, le décrivent comme un homme à l'écoute, dont le diagnostic était aussi sûr que sa parole. Mais les témoignages recueillis bien plus tard par les gendarmes de Briançon peignent un portrait plus complexe. Des voisins se souviennent de ces longues marches solitaires, quel que soit le temps, s'enfonçant dans la forêt avec une détermination qui frisait l'obsession. Le pharmacien du bourg voisin confiera, dans un rapport daté de mars 1979, que le docteur semblait parfois tourmenté par un poids qui dépassait la médecine. Derrière le praticien respecté se cachait un homme profondément secret, dont les silences pesants lors des fêtes de village contrastaient étrangement avec la chaleur apparente de son foyer. La maison des Lemaire, une bâtisse en pierre aux volets bleus, était le théâtre de cette dualité. En public, la famille offrait le visage de l'harmonie, mais des détails, rapportés des années plus tard, sèment le doute. Une amie proche des Élodie mentionne dans une lettre sa mélancolie croissante, son regard souvent perdu vers les sommets comme s'il formait les barreaux d'une prison dorée. D'autres se rappellent les volets restant clos en pleine journée, ou les éclats de voix étouffés par les épais murs de la demeure. Ces signes, anodins sur le moment, deviendront les premiers indices d'une tension invisible. Comment une famille si ancrée dans la routine d'un village a-t-elle pu se volatiliser en une nuit, comme si elle n'avait jamais existé, ne laissant derrière elle qu'une énigme et un silence assourdissant? Nous sommes en 1979, dans un recoin des Hautes-Alpes, où le XXe siècle ne semble qu'une rumeur lointaine. Le village de Valbrumm, nom fictif pour préserver la quiétude de ses habitants, vit au rythme immuable des saisons, un rythme dicté par le dégel et les premières neiges. Ses rues étroites et pavées, bordées de maisons robustes en pierre au toit de lauze, dessinent un labyrinthe silencieux sous le poids d'un hiver exceptionnellement rigoureux. La modernité s'arrête au pied du col, laissant le village dans un isolement à la fois protecteur et oppressant. C'est dans ce décor figé, presque théâtral, que le temps semble s'être suspendu, créant l'illusion d'une permanence que rien ne pourrait venir troubler. Le silence y est si profond qu'il en devient un personnage à part entière, un gardien des secrets que la montagne couve jalousement. La vie sociale de Valbrumm est un paradoxe fascinant, un microcosme régi par des lois non écrites. La communauté, soudée par l'entraide indispensable à la survie en altitude,
et fonctionne sur une base de connaissances mutuelles absolue. Chacun connaît l'histoire, les habitudes et les failles de son voisin. Pourtant, cette proximité engendre une culture du secret tout aussi puissante. Les drames personnels, les rancœurs familiales et les dettes morales sont enterrés sous des couches de non-dits, gardées aussi précieusement que le bois de chauffage empilé pour l'hiver. Le clocher de l'église Saint-Martin, dont les tintements régulent les journées de labeur et de prière, est le seul à tout voir, mais il ne parle pas. C'est une société où le regard des autres est à la fois un réconfort et une surveillance constante, une prison à ciel ouvert. Elle, économie locale, fragile et traditionnelle, repose sur l'élevage de quelques troupeaux qui passent l'été dans les alpages et sur les débuts timides d'un tourisme hivernal encore balbutiant. En 1979, Valbrumm n'est pas encore une station de ski. C'est un havre pour quelques rares amateurs d'authenticité qui viennent chercher le calme plus que les pistes. Pour les habitants, le quotidien est une lutte contre les éléments, un cycle de travail acharné qui laisse peu de place au superflu. Cette existence rude forge les caractères, les rendant résilients, méfiants et profondément attachés à leurs racines. La routine est un rempart contre l'imprévu. Une mélodie rassurante jouée chaque jour. C'est précisément cette prévisibilité qui rendra la disparition de la famille Lemaire si assourdissante, une note discordante dans une partition millimétrée. Le cœur battant du village se concentre autour de quelques lieux emblématiques, théâtre silencieux du drame à venir. La place de l'église, déserte en hiver, sauf à la sortie de la messe, est le point de convergence des regards et des rumeurs. L'unique épicerie, tenue par l'acariâtre mais bien informée Madame Giraud, est une véritable chambre des échos où les nouvelles se font et se défont. Plus loin, l'auberge du Cerf Blanc est le sanctuaire des hommes, un lieu où les langues se délient après quelques verres de génépi, laissant échapper des bribes de vérité entre deux parties de cartes. Ces lieux, aujourd'hui transformés ou disparus, constituent les archives vivantes de l'affaire, des espaces où chaque mur, chaque objet, semble encore porter l'empreinte des événements de février 1979 et des questions restées sans réponse. Au-dessus du village, tel un gardien menaçant, se dresse le col de la Perte. Cette route sinueuse, souvent impraticable de novembre à avril, est l'unique lien terrestre de Valbrumm avec le reste du monde. Pour les habitants, elle est une métaphore de leurs conditions, un chemin vers la liberté autant qu'un piège mortel. Les archives de la gendarmerie de Briançon regorgent de rapports sur des véhicules emportés par des avalanches ou des voyageurs égarés dans le blizzard en tentant de le franchir. Le col est une frontière physique et psychologique. Le franchir, c'est quitter la sécurité du connu pour affronter l'incertitude. C'est au pied de ce géant endormi que sera retrouvée la Peugeot 504 des Lemaire, transformant ce symbole d'évasion en premier acte d'une énigme glaçante. Pour reconstituer cette histoire, nous nous appuyons sur des sources tangibles, des fragments de vérité arrachés au temps. Le journal régional, le Dauphiné libéré, est le premier à évoquer une inquiétante disparition dans son édition du 20 février 1979, alerté par les autorités. Les registres de la gendarmerie de Briançon, consultés des décennies plus tard, offrent une chronologie froide et factuelle des premières recherches, notant l'absence de toute trace d'effraction. Plus intime, les archives de la paroisse, tenues par le curé de l'époque, révèlent des observations sur l'état d'esprit de ses ouailles, dont un Jean-Pierre Lemaire décrit comme de plus en plus tourmenté. Chaque document est une pièce du puzzle, mais ensemble, ils ne forment pas une image claire, seulement le contour d'un vide immense. Cet hiver 1979 fut d'une blancheur et d'une rigueur exceptionnelle, un détail climatique qui n'est pas anodin. La neige, tombée en abondance, a tout recouvert d'un linceul immaculé, étouffant les bruits, isolant encore davantage les maisons les unes des autres et effaçant les traces. Cette chape de silence a créé un environnement propice à la disparition, un décor où une famille entière a pu se volatiliser sans un cri, sans un témoin.
Le silence blanc n'est pas seulement le nom donné à l'affaire, il décrit l'atmosphère même de ces jours de février. C'est un silence physique, celui de la neige qui absorbe les sons, mais aussi un silence métaphorique, celui des secrets qui ont précédé le drame. Comment, dans un monde si clos et si blanc, un tel mystère a-t-il pu prendre racine? Au cœur de cette communauté soudée se trouvait le noyau familial des Lemaire, une entité perçue par tous comme un modèle de stabilité et de respectabilité. Jean-Pierre Lemaire, âgé de 45 ans, n'était pas seulement le médecin du village, il en était une figure tutélaire, presque patriarcale. Les registres paroissiaux, tenus avec une minutie scrupuleuse par le curé de l'époque, le décrivent comme un homme d'une écoute rare et d'un dévouement sans faille, dont la présence rassurante suffisait souvent à apaiser les angoisses de ses patients. Sa réputation dépassait les frontières de Valbrume, attirant des familles des hameaux voisins qui préféraient sa médecine intuitive et humaine aux cliniques plus modernes de la vallée. Il incarnait la figure du sage, du confident, celui dont le diagnostic était aussi fiable que la promesse d'un nouveau printemps après un long hiver. Pourtant, derrière cette façade de praticien imperturbable, se dissimulait une facette plus sombre et insaisissable. Des témoignages recueillis bien des années plus tard par la gendarmerie de Briançon peignent le portrait d'un homme profondément solitaire. Plusieurs habitants se souviennent de ces longues marches en montagne qu'il entreprenait seul, quel que soit le temps, s'enfonçant dans les forêts denses ou grimpant vers les cols enneigés avec une détermination qui frisait l'obsession. Il partait à l'aube, sans un mot, et revenait au crépuscule, le visage buriné par le vent, les yeux perdus dans un horizon intérieur que nul ne pouvait sonder. Ces escapades étaient perçues comme l'excentricité d'un homme surmené, mais certains y voyaient une fuite, une quête désespérée pour échapper à un poids invisible qui semblait l'écraser. À ses côtés, Élodie Lemaire, 42 ans, apportait une touche de lumière et de douceur venue d'ailleurs. Ancienne infirmière parisienne, elle avait suivi Jean-Pierre par amour, quittant l'effervescence de la capitale pour le silence austère des Alpes. Son arrivée à Valbrume avait été un souffle de fraîcheur. Chaleureuse, solaire, elle organisait des goûters pour les enfants du village et tenait un jardin fleuri qui détonnait au milieu des potagers plus pragmatiques de ses voisins. Les archives de l'association des parents d'élèves la mentionnent comme une membre active et appréciée, toujours prête à aider. Pour la communauté, elle était épouse parfaite, le complément idéal à la nature réservée de son mari, le cœur battant d'un foyer que l'on croyait heureux et sans nuages. Mais cette image radieuse cachait une mélancolie profonde, une fêlure que seuls quelques regards attentifs parvenaient à deviner. Dans une correspondance adressée à sa sœur, retrouvée des décennies plus tard, Élodie confessait un sentiment d'isolement grandissant, se décrivant comme un oiseau exotique dans une cage de glace. Elle aimait son mari, mais la rudesse de la vie en montagne et le mutisme de Jean-Pierre semblaient éteindre peu à peu sa vitalité. Une amie proche confiera aux enquêteurs qu'elle voyait souvent Élodie, le regard perdu vers les sommets, non pas avec admiration, mais avec une sorte de résignation lasse, comme si ces montagnes majestueuses formaient les barreaux d'une prison dorée dont elle ne pourrait jamais échapper. Son sourire était devenu un masque poli dissimulant une solitude abyssale. Les enfants, Léo et Chloé, complétaient ce tableau familial en apparence idyllique, chacun représentant une facette différente de ce foyer complexe. Léo, à 16 ans, était un adolescent rêveur et introverti, en proie aux tourments silencieux de son âge. Passionné de photographie, il arpentait les environs avec son appareil, capturant des paysages d'une beauté austère, mais aussi, comme on le découvrira plus tard, des détails que personne d'autre ne remarquait. Les registres de l'école communale le décrivent comme un élève intelligent mais distant, souvent perdu dans ses pensées. Il était l'observateur silencieux de la dynamique familiale, un témoin dont les pellicules contenaient peut-être plus de vérité que n'importe quel rapport de gendarmerie. Chloé, du haut de ses 8 ans, incarnait l'innocence et la joie de vivre,
insouciante et espiègle. Son rire cristallin résonnait dans les rues étroites du village, un son rassurant qui semblait démentir toute tension sous-jacente au sein de la maison Lemaire. Elle était la protégée de son frère, la lumière de sa mère et une source de fierté discrète pour son père. Sa présence était un baume, un rappel constant de la normalité que la famille s'efforçait de projeter. Pourtant, cette insouciance même rendra leur disparition encore plus incompréhensible. Comment une enfant si pleine de vie, si ancrée dans la routine joyeuse de son âge, a-t-elle pu être arrachée à son monde sans que personne ne s'en aperçoive, comme une flamme soufflée dans la nuit? En public, la famille Lemaire fonctionnait avec une précision chorégraphiée, offrant le visage de l'harmonie parfaite. Lors des rares événements sociaux qui rythmaient la vie de Valbrume, comme la messe dominicale ou la fête du village, ils se présentaient comme un bloc uni. Jean-Pierre, le patriarche respecté, échangeait des politesses mesurées avec les autres notables. Élodie, gracieuse et souriante, s'enquérait de la santé des uns et des autres. Léo se tenait en retrait, observateur, tandis que Chloé courait parmi les autres enfants. Ils étaient l'image même de la réussite et de l'intégration, une carte postale vivante qui rassurait la communauté. Personne n'aurait pu imaginer le drame qui se nouait en silence derrière les murs de leur solide maison de pierre. Cependant, des dissonances subtiles venaient troubler cette partition trop parfaite, des détails que les voisins ne reliront que bien plus tard. On est étonné parfois de voir les volets de la maison Lemaire rester clos en pleine journée, comme si la famille cherchait à se protéger de la lumière et des regards extérieurs. Une voisine se souviendra avoir entendu, par une nuit d'été, des éclats de voix étouffés, une dispute brève mais violente, rapidement absorbée par le silence de la montagne. Plus troublant encore, le pharmacien du bourg voisin notera dans ses carnets la nervosité croissante du docteur Lemaire, ces silences pesants lors de leur rencontre professionnelle, contrastant vivement avec le calme qu'il affichait devant ses patients. Ainsi se dessinait le portrait complexe d'un noyau familial en équilibre précaire, oscillant entre une façade publique irréprochable et des tensions privées de plus en plus palpables. Le médecin dévoué cachait un tourment secret, elle, épouse solaire, luttait contre une mélancolie dévorante, et les enfants grandissaient à l'ombre de non-dits pesants. La maison aux volets bleus, qui semblait être un havre de paix, était en réalité une cocotte minute dont la pression montait inexorablement, à l'insu de tous. Combien de temps une telle construction pouvait-elle tenir avant d'imploser? La réponse, aussi brutale qu'inattendue, allait bientôt être gravée dans le silence blanc de l'hiver 1979. Le lundi 12 février 1979 se lève sur Valbrume avec la ponctualité glaciale d'un matin d'hiver. La cloche de Hell, église Saint-Martin, sonne 8 heures, un signal familier qui rythme le départ des enfants vers la petite école communale. Mais ce matin-là, une absence est notée dans le registre tenu par l'institutrice, Madame Dubois. Les noms de Léo et Chloé Lemaire restent sans coche, une omission surprenante, car les enfants du docteur n'ont jamais manqué un seul jour sans un mot préalable de leurs parents. L'institutrice, d'abord peu inquiète, suppose une simple maladie hivernale, un de ces maux que leur père soignait si bien. Pourtant, ce petit détail, cette première note discordante dans la partition millimétrée de la vie du village, est la première pierre d'un édifice de silence qui ne cessera de grandir. Peu de temps après, le cabinet médical de Jean-Pierre Lemaire, attenant à la maison familiale, reste porte close. D'ordinaire, dès 8h30, une file de patients se forme, attendant le diagnostic rassurant du praticien. Ce jour-là, les quelques habitants venus pour une consultation trouvent un volet baissé et un silence de pierre. Elle, étonnement se mue en légère irritation. Le docteur Lemaire est l'incarnation de la fiabilité. Son absence inexpliquée est une anomalie presque aussi perturbante que le froid mordant. On se perd en conjectures sur le seuil de la porte. Certains imaginant une urgence nocturne dans un hameau isolé, d'autres, plus pragmatiques, pensant simplement à un oubli. Personne n'ose encore formuler le mot qui commence à germer dans les esprits, l'inquiétude.
Le troisième signal d'alarme, plus subtil mais tout aussi significatif, vient de l'épicerie de Madame Giraud. Vers 10 heures, elle s'étonne de ne pas voir apparaître Élodie Lemaire pour ses courses quotidiennes. Son passage était un rituel aussi immuable que le lever du soleil. Un moment où elle échangeait quelques mots chaleureux en achetant son pain et son lait. Madame Giraud, dont le comptoir est le véritable centre névralgique des informations du village, note mentalement cette nouvelle rupture dans la routine. Elle observe la maison au volet bleu depuis sa vitrine, mais rien ne bouge. La Peugeot 504, la robuste voiture familiale, n'est plus garée dans l'allée. Cette absence matérielle donne corps au vide qui commence à s'installer. Le silence n'est plus seulement auditif, il devient visible. Au cours de la journée, les trois anomalies convergent pour former une interrogation collective. Au début, les habitants de Valbrume rationalisent. Peut-être la famille est-elle partie subitement pour rendre visite à des parents malades? Ou ont-ils profité du temps clair pour s'offrir un week-end prolongé à la ville, une fantaisie rare mais pas impossible? Dans une communauté où chaque geste est scruté et interprété, l'absence de toute explication laisse le champ libre aux hypothèses les plus rassurantes. On préfère imaginer une escapade improvisée plutôt qu'un drame. Cette volonté de préserver la normalité, de repousser l'inconnu, agit comme un anesthésiant temporaire, retardant la prise de conscience que quelque chose de bien plus grave est peut-être en train de se jouer, à l'ombre des sommets silencieux. Les jours suivants, le mardi puis le mercredi, l'absence des Lemaire se transforme en un vide pesant. Les volets de la maison restent obstinément clos, le courrier commence à s'accumuler dans la boîte aux lettres, et aucune lumière ne filtre à la tombée de la nuit. Le silence qui émane de la bâtisse n'est plus celui de la quiétude, mais celui de l'abandon. L'inquiétude, d'abord diffuse, devient une certitude partagée à voix basse sur la place de Église et au comptoir de l'auberge. Les rationalisations du premier jour ne tiennent plus. Une famille entière ne disparaît pas ainsi, sans prévenir personne, dans un village où le moindre départ est un événement. Le maire, pressé par ses administrés, se décide finalement à contacter la brigade de gendarmerie de Briançon. L'affaire quitte le domaine de la rumeur pour entrer dans celui des faits. L'arrivée des gendarmes, le jeudi 15 février, marque une rupture solennelle. Leur véhicule bleu, contrastant avec la blancheur immaculée de la neige, est une intrusion du monde extérieur, un aveu que le village ne peut plus gérer seul ce mystère grandissant. Accompagné du maire et d'un serrurier, ils procèdent à l'ouverture de la maison Lemaire. Le rapport initial, rédigé par le maréchal des logis chef Durand, est une pièce maîtresse de l'énigme. Il note avec une précision clinique aucune trace d'effraction constatée sur les portes ou les fenêtres. L'intérieur de la demeure est en ordre. Aucun signe apparent de lutte ou de vol. La maison semble simplement endormie, attendant le retour de ses occupants, mais un froid anormal, qui n'est pas seulement dû au chauffage éteint, règne entre ses murs. La découverte la plus troublante se fait dans la cuisine. Sur la grande table en chêne, le petit déjeuner du lundi matin semble avoir été interrompu en plein milieu. 4 bols sont disposés, une bouteille de lait est à moitié vide, et des tranches de pain attendent sur une assiette. Tout est figé, comme une photographie d'un instant suspendu, une scène de vie brutalement arrêtée. Ce tableau domestique et paisible, en contradiction totale avec la situation, est ce qui glace le plus le sang des enquêteurs. Il ne suggère ni la violence, ni la panique, mais un départ si soudain, si inexplicable, qu'il défie toute logique. C'est l'image d'une vie ordinaire qui s'est évaporée en un instant, laissant derrière elle des objets orphelins et une question assourdissante. Où sont-ils passés? Une semaine après les premières inquiétudes, l'affaire éclate au grand jour. Le 20 février, le quotidien régional, le Dauphiné libéré, consacre un court article en page locale à l'événement, titrant sobrement « Inquiétante disparition d'une famille de notables dans les Hautes-Alpes ». Le journaliste y brosse le portrait d'une famille modèle, parfaitement intégrée et universellement appréciée, ce qui ne fait qu'épaissir le mystère. Pour le reste de la région,
L'histoire devient une énigme fascinante. Pour les habitants de Valbrume, c'est une blessure. La publication de l'article met fin à la discrétion et au chuchotement. Le drame des Lemaire est désormais public, et le regard de la France entière se tourne vers ce petit village qui, jusqu'alors, n'avait jamais fait parler de lui. Avec l'attention médiatique, la nature des conversations à Valbrume change. Les hypothèses rassurantes laissent place à des rumeurs plus sombres, nourries par des souvenirs réinterprétés à la lumière du drame. On se remémore soudain les longues marches solitaires du docteur Lemaire, non plus comme une excentricité, mais comme le signe d'un tourment caché. Le regard mélancolique d'Élodie, autrefois perçu comme de la nostalgie, devient le symptôme d'un profond mal-être. Chaque détail du passé est exhumé, disséqué, et prend une signification nouvelle et sinistre. La façade de la famille parfaite se fissure, révélant des failles que personne n'avait voulu voir. L'admiration se teinte de suspicion, et le mystère de leur disparition commence à ressembler à une conséquence inéluctable. Les premiers jours de l'enquête ne livrent aucune piste tangible. La maison reste muette. Les comptes en banque de la famille sont intacts, et personne, ni amis ni parents éloignés, n'a reçu de nouvelles. Le seul élément concret est l'absence de la Peugeot 504, qui devient l'unique espoir de retrouver leurs traces. Les gendarmes lancent un avis de recherche pour le véhicule, mais dans l'immensité des Alpes enneigées, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le village, lui, retient son souffle. Suspendu entre l'espoir d'un retour et la crainte d'une terrible nouvelle. Le silence blanc de l'hiver semble avoir avalé la famille Lemaire. Comment une famille entière, si profondément enracinée dans la routine et les traditions d'un village de montagne, a-t-elle pu se volatiliser en l'espace d'une nuit? S'agissait-il d'une fuite planifiée, d'un acte désespéré ou de quelque chose de bien plus obscur? La maison silencieuse aux volets bleus, autrefois symbole de bonheur, est désormais le monument d'une absence incompréhensible. Chaque habitant de Valbrume se pose la même question. Une interrogation qui hantera la vallée pendant des décennies. Qu'est-il arrivé à la famille Lemaire? Et pourquoi n'ont-ils laissé derrière eux que le spectre d'une vie interrompue et un silence assourdissant? L'enquête officielle, désormais sous la direction de la brigade de gendarmerie de Briançon, commence par systématiser la collecte des témoignages. Les murs du petit bureau de la gendarmerie se couvrent de notes, de cartes et de photographies, une tentative rationnelle de cerner un vide irrationnel. Chaque habitant de Valbrume est entendu, mais les récits se ressemblent, décrivant une famille normale, sans histoire apparente. C'est dans ce concert d'éloges et d'incompréhension que la voix du curé du village, le père Michel, vient jeter une première ombre de complexité. Son témoignage, consigné avec soin dans le procès-verbal, sera le premier à fissurer la façade lisse et respectable des Lemaire, ouvrant une brèche sur un monde intérieur bien plus tourmenté que quiconque ne l'avait imaginé. Le père Michel, un homme dont le silence pesait autant que ses paroles, a reçu les gendarmes dans la sacristie froide de l'église Saint-Martin. Il a décrit un Jean-Pierre Lemaire en proie à une crise de foi profonde, non pas envers Dieu, mais envers sa propre capacité à guérir et à protéger. Les archives paroissiales, consultées bien plus tard, contiennent une note sibylline datée de janvier 1979. J.P. est venu ce soir, tourmenté par quelque chose qui dépasse la médecine. Il parle d'une vieille dette, du nombre qui s'allonge. Il craint que le passé ne soit un mal incurable. Ces mots, à l'époque obscure, prennent une résonance funeste. Le tourment du médecin N était donc pas une simple fatigue professionnelle, mais une angoisse existentielle, une peur ancrée dans un passé que nul à Valbrume ne connaissait. Parallèlement, les enquêteurs s'intéressent à l'état d'esprit d'Élodie. Sa meilleure amie, une enseignante de Briançon, est contactée. Dans une déposition téléphonique empreinte d'émotion, elle révèle une conversation troublante qui a eu lieu quelques semaines avant la disparition. Élodie lui aurait confié son désir de retourner à la vie.
une phrase qu'elle avait interprétée comme une simple lassitude de l'hiver alpin. Mais elle se souvient aussi de l'insistance de son ami, de son besoin pressant de respirer un autre air avant que la neige ne nous emprisonne pour de bon. Cette confidence, anodine sur le moment, suggère désormais une volonté de fuite, un projet d'évasion. Mais s'agissait-il d'un projet familial partagé ou du désir désespéré d'une femme de S échappée, avec ou sans son mari? 3 semaines après le début de l'affaire, une avancée majeure survient, loin de Valbrume. Le 5 mars 1979, un agent de l'Office national des forêts, effectuant une tournée d'inspection, découvre un véhicule partiellement enseveli sous la neige au pied du col de la Perte, à près de 50 km du village. La plaque d'immatriculation ne laisse aucun doute. Il s'agit de la Peugeot 504 de la famille Lemaire. La découverte est faite sur un petit chemin de traverse, invisible depuis la route principale, ce qui suggère que la voiture a été délibérément dissimulée. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, ravivant l'espoir de certains et confirmant les craintes les plus sombres des autres. La montagne venait de livrer un premier secret, mais il était aussi glacial que la carrosserie du véhicule. L'examen de la voiture par les techniciens de l'identification criminelle se révèle déconcertant. La Peugeot est fermée à clé et aucune trace de violence n'est relevée à l'intérieur ni à l'extérieur. Les clés ne sont pas sur le contact. Dans le coffre, quelques bagages sommaires contiennent des vêtements pour toute la famille, comme pour un départ précipité mais non dénué d'organisation. Sur la banquette arrière, la poupée préférée de Chloé est sagement assise, regardant le vide. Mais la découverte la plus étrange se trouve dans la boîte à gants. Aux côtés des papiers du véhicule, les gendarmes trouvent une carte routière de l'Italie, usée et dépliée, avec la région du Piémont entourée au stylo. L'hypothèse d'une fuite vers l'étranger prend soudain une consistance tangible, mais elle ne répond pas à la question essentielle. Pourquoi abandonner ici leur unique moyen de transport? Cette découverte capitale pousse les enquêteurs à perquisitionner de nouveau la maison Lemaire, avec une attention particulière portée au cabinet médical. C'est là, dans un tiroir verrouillé du bureau de Jean-Pierre, qu'ils trouvent une série de carnets personnels. La plupart des pages sont remplies de son écriture méticuleuse, détaillant des observations médicales et des posologies. Mais les dernières entrées, rédigées dans les semaines précédant la disparition, changent de ton. L'écriture devient plus nerveuse, presque illisible par endroits. Les notes cliniques laissent place à des phrases fragmentées, des pensées sombres qui jettent une lumière crue sur l'état psychologique du médecin. Ces carnets ne sont plus un simple registre professionnel, mais le journal d'un homme au bord du gouffre, au milieu de réflexions sur la futilité de son travail face à la puissance de la nature, 2 phrases, écrites en lettres capitales, glaçant le sang des lecteurs. La première, ils l'ont retrouvé, la dette est impossible à payer. La seconde, quelques pages plus loin, mon seul devoir est de protéger ma famille de mon propre passé, même contre leur volonté. Ces mots cryptiques transforment radicalement la nature de l'enquête. La disparition n'est plus un mystère familial, mais potentiellement le dernier acte d'une traque. Qui sont ces « ils » menaçants? Quelle est cette dette si terrible qu'elle ne peut être payée? Le passé de Jean-Pierre Lemaire, que tout le monde croyait connaître, devient soudain une terra incognita, un territoire sombre et dangereux dont il aurait tenté de protéger les siens. L'enquête prend alors une direction inattendue, alertée par un appel anonyme. Un pharmacien de Grenoble, la grande ville la plus proche, contacte la gendarmerie. D'abord hésitant, craignant des représailles ou des ennuis professionnels, il finit par livrer une information capitale. Depuis plus d'1 an, le docteur Lemaire se rendait dans son officine tous les 2 mois environ. Il n'utilisait jamais son carnet à souche professionnelle, payait toujours en liquide et achetait des quantités importantes d'un médicament bien précis, du sulfate de morphine, un puissant opiacé. Les quantités, selon le pharmacien, étaient bien supérieures aux besoins d'une petite patientèle de montagne et n'apparaissaient sur aucun registre officiel du cabinet de Valbrume. Cette révélation fait l'effet d'une déflagration.
La morphine, utilisée à des fins médicales pour soulager les douleurs extrêmes, est aussi une substance dont l'usage détourné peut être fatal. Plusieurs hypothèses, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, émergent alors. Jean-Pierre Lemaire était-il lui-même dépendant, luttant en secret contre une addiction? Ou bien soignait-il clandestinement une personne dont l'existence devait rester secrète? Une troisième possibilité, la plus effroyable, commence à se dessiner dans l'esprit des enquêteurs. Et si cette réserve de morphine avait été accumulée dans un but bien plus sinistre, celui de mettre en scène une issue définitive pour sa famille, un sommeil blanc pour échapper à cette fameuse dette? Les pièces du puzzle, jusqu'alors éparses, commencent à s'assembler pour former une image terrifiante. Le tourment spirituel, décrit par le prêtre, les notes sur une dette impayable et un passé menaçant, et maintenant cette acquisition clandestine de morphine. Le portrait du médecin dévoué et respecté se fissure pour laisser entrevoir celui d'un homme acculé, prêt à tout pour échapper à une menace invisible. Les enquêteurs comprennent qu'ils ne cherchent peut-être pas une famille victime d'un accident ou d'un enlèvement, mais un homme dont les secrets étaient devenus si lourds qu'ils ont pu le pousser à commettre l'irréparable, entraînant sa famille avec lui dans sa chute. Le silence qui entoure la disparition des Lemaire n'est plus seulement le silence de la neige et de l'isolement. Il devient le silence d'un secret mortel, d'une vérité enfouie que Jean-Pierre a peut-être voulu emporter avec lui. L'énigme de Valbrume change de nature. Il ne s'agit plus de savoir où est la famille Lemaire, mais de comprendre qui était vraiment cet homme que tous pensaient connaître. Était-il un père protecteur, organisant une évasion désespérée pour sauver les siens d'un danger extérieur? Ou était-il lui-même le danger, le bourreau d'une tragédie qu'il aurait orchestrée de sang-froid? Dans le secret de son cabinet et de son âme tourmentée, le temps, dans les vallées alpines, possède une qualité particulière. Il ne s'écoule pas, il s'accumule en couches, comme la neige. Les années 1980 s'achèvent, l'affaire Lemaire se refroidit, devenant une de ces histoires que l'on raconte au coin du feu, un mythe local teinté de tristesse et de mystère. L'enquête officielle, faute de pistes, est classée sans suite. Valbrume, de son côté, commence à changer. Les premières remontées mécaniques transforment ses pentes en un domaine skiable discret. La maison au volet bleu est vendue, ses nouveaux occupants ignorant le drame silencieux qui s'est joué entre ses murs. Le silence blanc semble avoir définitivement scellé le destin de la famille disparue, la reléguant au rang de légende, un fantôme collectif qui hante la mémoire du village. Le dossier est clos. Mais la montagne, elle, n'a pas encore livré son dernier secret. Puis, au milieu des années 1990, un événement aussi imprévisible que la chute d'une pierre vient briser des décennies de silence. Un été particulièrement chaud provoque une fonte accélérée du glacier de la Perte, ce géant de glace qui domine le col où la voiture des Lemaire fut retrouvée. Un randonneur aguerri, s'aventurant hors des sentiers battus sur le front du glacier en recul, remarque un objet sombre pris dans la glace bleutée. Il s'agit d'une sacoche en cuir, remarquablement conservée par le froid cryogénique. L'objet, lourd et rigide, semble être une capsule temporelle, un vestige d'un passé lointain que le glacier a gardé prisonnier pendant des années avant de le restituer au monde des vivants. Intrigué et conscient de la potentielle importance de sa trouvaille, l'alpiniste redescend dans la vallée et remet la sacoche à la gendarmerie de Briançon. L'ouverture de cette relique est un moment solennel, presque archéologique. Les gendarmes, dont certains étaient même pas nés au moment des faits, manipulent l'objet avec une précaution infinie. Le cuir, raidi par le gel, craque légèrement sous leurs doigts. À l'intérieur, les objets sont intacts, protégés de l'humidité par une gangue de glace. Le premier élément identifié fait l'effet d'une décharge électrique, un portefeuille portant les initiales JPL. À l'intérieur, la carte d'identité jaunie mais lisible ne laisse aucune place au doute. Il s'agit bien des papiers de Jean-Pierre Lemaire, le médecin de Valbrume.
La découverte relance instantanément l'affaire la plus énigmatique de l'histoire de la région. Le glacier venait de parler, et sa voix était celle d'un homme que l'on croyait disparu à jamais, livrant une première pièce du puzzle tant attendu. En examinant le contenu du portefeuille, les enquêteurs ne trouvent pas d'argent, ce qui écarte à nouveau l'hypothèse d'un vol crapuleux. Mais ils y découvrent un objet bien plus précieux pour la vérité. Une coupure de journal pliée en 4, si vieille que le papier menace de se désintégrer. Il s'agit d'un article du Progrès de Lyon, daté de 1965. Le fait divers relaté est un accident de voiture mortel survenu près de la frontière suisse. Une collision violente, un homme décédé sur le coup et un autre véhicule dont le conducteur, un jeune interne en médecine, a pris la fuite sans porter secours, disparaissant dans la nature. Le nom de ce fugitif, mentionné dans l'article, n'est pas Jean-Pierre Lemaire. C'est un nom inconnu, un patronyme qui n'évoque rien à personne dans la région. La véritable clé de l'énigme se trouve sur un autre document, glissé au fond du portefeuille, presque comme un secret honteux, un extrait d'acte de naissance. Le nom qui y figure est celui de l'interne en fuite mentionné dans l'article de journal. La date et le lieu de naissance correspondent à ceux que Jean-Pierre Lemaire utilisait, mais l'identité est différente. La vérité éclate alors, brutale et vertigineuse. Jean-Pierre Lemaire n'a jamais existé. Était une identité d'emprunt, une nouvelle vie construite de toutes pièces pour échapper à un passé criminel. Le médecin respecté de Valbrume était en réalité un fugitif vivant sous un faux nom depuis près de 15 ans, cachant sa véritable histoire derrière le masque d'un notable de province. Le silence qui l'entourait était pas seulement de la discrétion, était la condition de sa survie. Cette révélation fracassante agit comme un prisme, décomposant toute l'affaire sous une lumière nouvelle et terrible. Chaque élément du passé se recodifie instantanément. La dette impossible à payer, évoquée dans ces carnets, n'était pas financière, mais morale et pénale, le poids d'une vie fauchée et d'une justice bafouée. Ces longues marches solitaires n'étaient pas des promenades, mais des patrouilles anxieuses d'un homme traqué. Son besoin de protéger sa famille de son propre passé prend un sens littéral et tragique. Il ne les protégeait pas d'une menace extérieure abstraite, mais des conséquences directes de ses propres actes. Du nombre qui, après 15 ans, était peut-être sur le point de le rattraper et de tout détruire. L'homme inconnu photographié par Léo dans la forêt n'est plus une simple anomalie. Il devient une figure concrète de ce passé menaçant. Était-ce un détective privé, un membre de la famille de la victime de 1965, ou quelqu'un d'autre lié à cette ancienne vie qui avait finalement retrouvé sa trace? La fuite de la famille, Lemaire de Valbrume-Naine, était donc pas une évasion vers une nouvelle vie, mais la continuation désespérée d'une cavale commencée une décennie et demie plus tôt. Il ne fuyait pas le silence de la montagne, mais le bruit assourdissant d'un passé qui refusait de mourir. La découverte du portefeuille ne résout pas le mystère de leur destination, mais elle révèle enfin la nature de leur départ. Ce n'était pas une disparition, mais l'ultime acte d'un fugitif. Dès lors, la question centrale de l'affaire se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir où sont passés les Lemaire, mais de comprendre la dynamique de leur fuite. Élodie était-elle au courant du lourd secret de son mari? Son désir de retourner à la vie était-il une allusion à cette existence clandestine? Était-elle une complice aimante ou une otage de la situation, contrainte de suivre cet homme dans sa nouvelle disparition? La découverte dans le glacier a levé le voile sur l'identité de Jean-Pierre, mais elle a aussi épaissi le mystère autour de sa famille. Ont-ils réussi à échapper une fois de plus? Ou leur passé les a-t-il finalement rattrapés dans le silence blanc des Alpes, refermant définitivement le piège qui s'était ouvert en 1965 sur une route sombre et solitaire? La révélation contenue dans le portefeuille du glacier agit comme une déflagration à retardement, dont l'onde de choc se propage à travers les décennies pour frapper Valbrume en plein cœur. Le mythe du docteur Lemaire, ce notable dévoué et pilier de la communauté, s'effondre avec une violence inouïe. Dans les esprits,
L'image du sage praticien est remplacée par celle d'un fugitif, d'un homme vivant dans le mensonge. Les anciens du village, ceux qui l'avaient côtoyé, réinterprètent chaque souvenir à la lumière de cette trahison. Ces silences ne sont plus de la pudeur, mais de la dissimulation. Ces longues marches en montagne, autrefois vues comme une excentricité, deviennent les patrouilles anxieuses d'un homme aux abois. Le silence qui entourait la famille n'est plus perçu comme le signe d'une vie paisible, mais comme le poids écrasant d'un secret mortel. La compassion s'efface pour laisser place à un sentiment trouble, un mélange de fascination morbide et de méfiance rétrospective. L'affaire Lemaire, officiellement classée depuis plus d'une décennie pour cause de disparition non élucidée, est immédiatement rouverte par le parquet de Gap. Cependant, les enquêteurs se heurtent à un adversaire implacable, le temps. Près de 20 ans se sont écoulés. Les dossiers jaunis sont incomplets, les scellés ont été détruits et la plupart des gendarmes de l'époque sont à la retraite ou décédés. Les témoins ont des souvenirs altérés par les années et par la légende qui s'est construite autour du drame. La découverte du portefeuille est une pièce à conviction fondamentale, mais elle est aussi un point de départ solitaire dans un océan d'incertitudes. Comment enquêter sur un crime vieux de 30 ans, commis par un homme dont on ne connaît même pas le véritable nom avec certitude? La justice, avec ses procédures et ses délais de prescription, semble démunie face à un mystère si profondément ancré dans le passé. Pour la famille D. Élodie, restée dans l'ombre pendant toutes ces années, la nouvelle est un séisme intime. Le portrait d'un beau-frère et gendre respectable vole en éclats, laissant place à la figure d'un inconnu, d'un criminel. Une question terrible et insoluble vient les hanter. Leur sœur, leur fille, était-elle au courant? Était-elle la complice silencieuse d'une vie de mensonges, acceptant de tout quitter par amour pour un fugitif? Ou fut-elle la première victime de cet homme, une prisonnière de son secret, contrainte de le suivre dans sa fuite éperdue en 1979. Sa mélancolie, son regard perdu vers les sommets, tout est réexaminé. Était-ce le mal du pays ou la peur constante d'être découverte? La douleur de leur perte se double désormais du poison du doute, transformant leur deuil en une interrogation sans fin sur la véritable nature de celle qu'ils aimaient. C'est alors qu'un acteur inattendu entre en scène. Un journaliste d'investigation suisse du nom d'Antoine Dubois, travaillant pour la Tribune de Genève. Fasciné par les cold cases, il est intrigué par l'histoire de ce fugitif français dont le passé le rattrape via la fonte d'un glacier. Mais au lieu de se concentrer sur la cavale de Jean-Pierre Lemaire, Dubois choisit un angle mort de l'enquête. Il décide de s'intéresser à la victime de l'accident de 1965. Qui était cet homme dont la mort avait déclenché une fuite de 15 ans? En plongeant dans les archives judiciaires et les coupures de presse de l'époque, il découvre que le dossier est étonnamment mince, presque trop simple pour un délit de fuite mortel. Cette simplicité suspecte éveille son instinct. Il sent que la vérité n'est pas dans la fuite du médecin, mais dans l'identité de celui qui l'a laissé sur la route. Les archives de la police genevoise sont peu loquaces, mais la persévérance de Dubois le mène à retrouver la famille de la victime de 1965, qui vit toujours dans un quartier populaire de Genève. D'abord méfiants et hostiles, ils finissent par lui livrer, à demi-mot, une vérité stupéfiante. L'homme décédé dans l'accident N n'était pas un simple citoyen. C était un homme de main. Un collecteur de dettes pour une puissante organisation criminelle genevoise spécialisée dans le jeu clandestin et l'usure. L'accident de 1965, selon leur dire, n'en était probablement pas un. Il s'agissait plus vraisemblablement d'une confrontation qui aurait mal tourné, une altercation violente entre le jeune interne et un homme venu lui réclamer de l'argent. Le délit de fuite cachait une réalité bien plus sombre. Une affaire de crime organisé. Cette seconde vérité, encore plus obscure que la première, redessine les contours de toute l'affaire et constitue la seconde et dernière grande virée narrative. Jean-Pierre Lemaire, ou quel que soit son vrai nom,
ne fuyait pas seulement la justice pour un homicide involontaire. Il fuyait la vengeance implacable d'une organisation criminelle. La dette impossible à payer, mentionnée dans ses carnets, n'était pas morale, mais bien réelle, une dette de jeu ou autre, qu'il avait mis en contact avec la pègre. L'homme, au visage sévère, photographié par Léowen, était donc pas un détective, mais probablement un tueur à gages ou un membre du milieu qui avait retrouvé sa trace. La disparition de 1979, Naine, était plus une évasion, mais une course désespérée pour la survie. Le silence blanc des Alpes a-t-il été leur ultime refuge, ou le théâtre d'un règlement de compte final et silencieux? Aujourd'hui, Valbrumm n'est plus tout à fait le village figé dans le temps que nous avons décrit. La modernité, lentement, a gravi le col. Des remontées mécaniques discrètes griffent désormais les flancs de la montagne, et le tourisme a apporté une nouvelle prospérité, plus saisonnière, moins authentique. La maison au volet bleu a été vendue à plusieurs reprises, habitée aujourd'hui par une famille de citadins en quête de tranquillité, ignorant tout du drame silencieux qui s'est joué entre ces murs. L'ancien cabinet médical du docteur Lemaire, ce lieu où se nouaient les secrets et les angoisses, a été transformé en une boutique de souvenirs où l'on vend des cartes postales des sommets immaculés et des bibelots en bois. Le passé a été recouvert d'une couche de présent, une cicatrice invisible sous la neige fraîche, un palimpseste dont personne ne cherche plus à déchiffrer les anciennes écritures. Pourtant, sous ce vernis de modernité, la mémoire persiste, fragile et tenace. Les anciens du village, ceux dont les visages sont aussi burinés que les rochers environnants, se souviennent. Ils racontent que parfois, les nuits de grand vent, lorsque le souffle glacé du nord s'engouffre dans le col de la Perte, on peut entendre quelque chose d'autre que le sifflement des éléments. C'est un murmure lointain, presque imperceptible, celui d'un moteur qui se éloigne sans fin. Une plainte mécanique perdue dans l'immensité. Ce son est devenu une partie du folklore local, un écho fantomatique de la Peugeot 504, une légende sonore qui rappelle à tous que la montagne n'oublie jamais, même quand les hommes tentent de le faire. C'est le seul vestige audible d'une fuite qui n'a peut-être jamais eu de fin. La vérité, personne ne la connaîtra jamais. Seuls les sommets des Alpes, témoins impassibles et silencieux de la tragédie, restent les gardiens du secret. La réponse est scellée quelque part dans la glace éternelle, ou enfouie sous des strates de neige et de temps. Les Lemaire ont-ils réussi leur évasion désespérée, trouvant refuge sous une nouvelle identité dans une ville italienne ensoleillée, loin des ombres de Genève et des fantômes de leur passé? Ou bien la vengeance les a-t-elle finalement rattrapés dans ce décor d'une blancheur absolue, leur course s'achevant dans un règlement de compte aussi froid et silencieux que le paysage lui-même? Les dossiers judiciaires sont clos, mais le mystère, lui, reste béant, une crevasse dans la mémoire collective de la vallée, un vide que rien ne pourra jamais combler. De la famille Lemaire, il ne reste donc ni sépulture, ni certitude, ni même un nom véritable à graver dans la pierre. Il ne subsiste qu'une histoire, une légende glaciale murmurée au coin du feu, un récit qui a transformé un drame humain en un mythe alpin. Leur absence est devenue une présence, une interrogation éternelle suspendue dans l'air pur des altitudes. Le silence blanc n'est plus seulement le nom d'une affaire non résolue. C'est devenu la métaphore du poids des secrets, de la fuite impossible face à son propre passé et de la puissance d'une nature qui garde pour elle les dernières réponses. Le mystère demeure entier, figé pour l'éternité dans la glace, aussi pur et aussi impénétrable que les cimes qui veillent sur Valbrumm.